L'innovation génère la mobilité sociale d'abord à cause de la destruction créatrice, parce que l'innovation, c'est de nouvelles activités qui remplacent d'anciennes activités. Donc ça permet à de nouvelles personnes, voilà, Monsieur Skype n'était personne il y a 20 ans, il n'existait pas. Ça permet à des personnes qui n'existaient pas de devenir, voilà, d'avoir leur revenu qui augmente, quoi, et d'avoir un statut qu'ils n'avaient pas avant. Donc le simple fait que l'innovation soit associée à la destruction créatrice est en elle-même facteur de mobilité sociale, d'accord ? Et en fait, on sait qu'il y a des mesures de mobilité sociale, c'est-à-dire par exemple, une manière de mesurer la mobilité sociale, c'est en quoi mon revenu est-il corrélé ou pas avec celui de mes parents. Si mon revenu est très corrélé avec celui de mes parents, c'est qu'il y a peu de mobilité sociale. Et s'il est moins corrélé, c'est qu'il y a plus de mobilité sociale. On s'aperçoit, des études qui notamment été faites, sont mentionnées dans le livre, avec des données américaines, montrent qu'en fait, la mobilité sociale est très reliée à l'innovation, surtout par les entrants, par ceux qui n'avaient pas innové avant. Donc on voit bien que c'est l'arrivée des nouveaux entrants, les entrants innovants, qui sont les vecteurs de mobilité sociale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on se rend compte que les entreprises innovantes créent davantage de ce qu'on appelle des bons emplois. Qu'est-ce que c'est que des bons emplois? Des bons emplois, c'est des emplois qui promeuvent, y compris des gens qui ne sont pas éduqués au départ, mais qui leur donnent une formation dans l'entreprise et qui leur donnent des perspectives de carrière dans l'entreprise. Et on s'aperçoit que les entreprises innovantes sont davantage des entreprises qui permettent une mobilité à l'intérieur de l'entreprise et des perspectives de promotion et de carrière. Donc, à double titre, l'innovation est facteur de mobilité sociale. Ce qu'on observe, c'est que les innovateurs sont en général des enfants donc, qui ont eu des parents qui sont plutôt riches que pauvres. Alors on voit qu'il y a un lien important avec le revenu des parents. Ce qu'on observe en réalité, c'est qu'il y a même une courbe en J, c'est-à-dire que plus le revenu des parents augmente et plus la probabilité donc quel enfant de devenir inventeur va être élevée, en particulier pour les déciles supérieurs de la distribution des revenus. Alors en fait, derrière cette histoire de revenu des parents, c'est pas qu'un aspect monétaire. Donc il y a bien sûr le fait que les parents qui ont plus de moyens vont pouvoir par exemple payer une éducation supérieure à leur enfant, donc ça va jouer. Mais derrière cette histoire de revenus, il y a aussi une histoire de capital humain, donc c'est que les parents vont pouvoir transmettre davantage de capital humain à leurs enfants. C'est une question aussi de domaine. Et il y a un exemple qu'on prend dans le livre qui est assez intéressant, qui est que les enfants d'inventeurs eux-mêmes ont plus de chances de devenir inventeurs et surtout ils ont plus de chances d'innover dans le domaine dans lequel leurs parents ont innové. Donc ce qui montre qu'il y a quand même un facteur de reproduction sociale assez important. Et ce qu'on observe aussi, c'est que à capacité égale, donc quand on prend des enfants qui ont des capacités égales, ceux qui ont des parents aisés par rapport à ceux qui ont des parents moins aisés, donc ceux qui ont des parents aisés ont beaucoup plus de chances justement de devenir inventeurs que ceux qui n'ont pas des parents aisés. Donc d'où l'importance de l'école pour arriver justement à j'allais dire, faire en sorte que ces inégalités soient moins prégnantes. Mais donc, vraiment, on voit qu'il y a une forte, quand même, corrélation, justement, entre ces conditions initiales dont bénéficient les enfants et leur probabilité future de devenir inventeurs. Quand on mesure les inégalités, il faut savoir comment on les mesure, d'accord? Il y a plusieurs façons de les mesurer. Une première manière de les mesurer, c'est par ce qu'on appelle le coefficient Gini. Le Gini, c'est une mesure d'écart de la population globalement à l'égalité parfaite. S'il y avait égalité parfaite de revenus, eh bien le Gini serait 0. Et s'il y a une très forte inégalité, le Gini est 1. D'accord? Donc c'est une mesure d'inégalité globale. Ça, c'est une première manière. Une autre manière de mesurer l'inégalité, c'est la part des revenus des 1% ou des 0,1% qui gagnent le plus. D'accord? Donc ça, c'est une autre manière. Mais ça, c'est une inégalité en haut de la distribution des revenus. Une troisième mesure, c'est l'absence de mobilité sociale, c'est-à-dire la corrélation entre le revenu des parents et le revenu des enfants. C'est trois manières de mesurer les inégalités. Il se trouve que le Gini et l'absence de mobilité sociale sont reliés l'une à l'autre. Typiquement, dans des pays où il y a plus de mobilité sociale, le Gini est plus faible. Cette relation, on l'appelle la courbe de Gatsby le Magnifique. D'accord ? Vous pensez qu'il n'y a pas une telle relation entre la mobilité sociale et la part du top 1%. De fait, aux États-Unis, le Massachusetts ou la Californie ou le Connecticut sont des États américains où la part du top 1% est très élevée, mais la mobilité sociale est également très élevée. Parce qu'en fait, dans les deux, il y a beaucoup d'innovation. Et l'innovation, elle a cette caractéristique qu'à la fois, elle augmente la part du top 1%, 0,1%, parce que les innovateurs ont des rentes, hein, c'est pour ça. Mais en même temps, comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'innovation génère de la mobilité sociale. Donc, comme elle a ces deux effets,
Au total, quand on regarde l'inégalité globale, l'innovation n'a pas d'effet sur l'inégalité globale. Donc vous voyez, l'innovation est un moteur de top 1% d'inégalité, un déterminant de top 1%, mais qui n'a pas d'effet sur l'inégalité globale, parce qu'elle génère en même temps la mobilité sociale. Tandis que par exemple le lobbying ou les barrières à l'entrée, les Carlos Slim de ce monde, eux, c'est une source de top 1%, comme on l'a également, le lobbying et les barrières à l'entrée, mais ça réduit la mobilité sociale, puisque ça réduit l'entrée de nouveaux innovateurs, et du coup ça augmente aussi l'inégalité globale. Et donc on voit qu'il y a deux facteurs, deux sources au moins d'inégalité tout en haut de la distribution, qui sont l'innovation et le lobbying. Elles n'ont pas les mêmes effets sur la mobilité sociale et sur l'inégalité globale. Donc on ne peut pas les traiter de la même manière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se soucier du top 1%? Oui, il faut s'en soucier pour les raisons schumpeteriennes, c'est-à-dire parce que je ne veux pas que ceux qui ont gagné beaucoup utilisent leur argent pour empêcher de nouveaux innovateurs. Mais ça, je le fais en partie par la fiscalité, mais aussi par la concurrence, la politique de concurrence, et aussi par les politiques de financement des campagnes politiques. Je ne veux pas que les gens riches puissent acheter le système. Aux États-Unis, le gros problème, c'est que notamment la Cour suprême sous M. Scalia avait permis aux entreprises de financer les campagnes politiques sans limite. Ça veut dire que les riches ont plus de mots à dire que les pauvres dans les campagnes politiques aux États-Unis. Et notamment dans les pays scandinaves, ça c'est impossible. Et chez nous aussi, on a des réglementations très strictes sur le financement des campagnes politiques. Mais on voit donc qu'on se soucie du top 1%. Mais on veut simplement, moi ça ne m'embête pas en soi qu'il y ait des riches, tant que ils n'utilisent pas leur argent pour empêcher de nouvelles innovations ou pour faire pression sur les politiciens. Et là, il y a une série d'outils pour garantir que ça se passe.